Bonjour, notre intervention intitulée Des problèmes philosophiques entre le vivant et la pensée. La pensée philosophique est une tentative de réponse à un problème. Avant tout, débutant doit être initié au problème. Il faut donc remplacer le programme de notion par un programme de problème en philosophie. Ainsi, à la notion le vivant qui ouvre la voie à des pistes pédagogiques hétéroclites, il faut substituer des problèmes précis concernant le vivant, comme la question de la finalité et celle de l'évolution des espèces. Considérez par exemple le problème de la finalité. Combien de candidats seront-ils, ou bien des élèves, seront-ils capables euh, de préciser la différence patente pour toute observation objective entre le plus humble des vivants et une pierre. Pourtant, le constat d'une corrélation de forme et le point de départ obligé de grands débats philosophiques sur le vivant. Il constitue l'introduction indispensable à des doctrines aussi diverses que le Dieu créateur de corps, machine de Descartes ou que le vitalisme bergsonien. La contestation matérialiste d'une activité intelligente dans le domaine de la vie, qu'il s'agisse d'Épicure, de Darwin ou plus récemment de Dawkins, le proposé, c'est une donnée indépendante des époques et des doctrines. Elle n'est pas un aliment de reddition dans la réflexion pour refaire l'économie, mais l'attribut spécifique du vivant par rapport à la matière inanimée. Aucune réflexion sérieuse sur ce thème ne peut l'ignorer. Par conséquent, sa connaissance peut être exigée de l'élève si le vivant est au programme. Allons plus loin, bien que le débat suscité par le constat de la corrélation de formes se soit déroulé à des époques très différentes, il s'inscrivait dans une problématique identique. Peut-on, par des considérations statistiques, se passer d'une intelligence organisatrice du vivant? Ce recours à l'intelligence apparaît de premier abord l'hypothèse la plus vraisemblable pour rendre compte de la parfaite adaptation réciproque du parti au sein de tout. Mais le penseur matérialiste fera observer que le hasard pourrait donner des résultats comparables à condition de multiplier en nombre suffisant les arrangements fortuits et de supprimer le résultat monstrueux. Ainsi, pour Lucrèce, l'harmonie relative du monde résulte de combinaisons accidentelles d'atomes, les associations discordantes infiniment plus nombreuses ayant été détruites. Darwin, dans un contexte scientifique plus élaboré, développe un schéma analogue. L'adaptation du vivant au milieu ne procède pas d'un plan mais de succession de hasards. La lutte pour la vie se chargeait d'éliminer les variations accidentelles défavorables. Bergson retroque dans l'évolution créatrice qu'il faudrait un hasard prodigieux pour qu'une variation anarchique puisse s'accorder même une seule fois avec les innombrables éléments corrélés d'un organisme. Bref, la discussion, quel que soit le contexte scientifique de l'époque, illustre toujours un même canevas. C'est relativement simple. Il y a donc là une problématique qui transcende les particularités de temps, de lieu, de culture, éliminée de l'interrogation sur le vivant, toute référence à cette polémique est à sa source. Le constat de la corrélation de formes, la biologie, perd toute spécificité par rapport aux autres sciences. Il faudrait donc constituer ce thème en passage obligé de toute interrogation sur le vivant. On trouve des problèmes éternels dans bien d'autres domaines de la philosophie. Considérez le rapport de la connaissance et de la volonté. L'aphorisme socratique, nul n'est méchant volontairement, n'est pas seulement une idée originale, située et datée. Il est la source de tout un courant de pensée pour lequel le choix volontaire n'est pas un acte autonome, distinct en droit de la pensée des motifs, mais seulement l'expression de leur résultante.
On ne finirait pas d'inventorier les penseurs qui prou, peut ou prou absorber la volonté de l'intelligence. Cette thèse est sous-jacente à la morale stoïcienne soutenue par Spinoza. Elle inspire Leibniz, partiellement Malebranche interpellère Kierkegaard. Elle est la source de tentatives sociologiques pour excuser la faute par la carence éducative. En vérité, il serait plus rapide de réconcilier les philosophes qui semblaient l'avoir ignoré. Ceux même qui la récusaient et soutenaient l'autonomie de la volonté reconnaissaient sa profondeur et prétendaient la compléter plutôt que la réfuter. Elle constitue donc un point de passage obligé pour toute réflexion approfondie sur la responsabilité de l'agent. Le problème du rapport entre la volonté et la connaissance pourrait ainsi constituer une question de programme. Ajoutons que sur cette question, comme dans notre précédent exemple, le débat s'inscrit dans une problématique simple. La discussion de la thèse socratique se ramène à une alternative. Étant admis que la faute procède d'une erreur, il s'agit de savoir si cette erreur est originelle ou puise sa source dans une défaillance préalable de la volonté. Par aveuglement passionnel, on paresse d'examiner l'agent, puis se détourner d'une vérité qui le gêne. Il serait dans ce cas responsable de son ignorance. Mais peut-on rétroquer s'il a préféré le confort provisoire de la faute à la promesse d'une ouverture spirituelle? C'est qu'il en a à mal mesurer l'importance et l'enjeu. L'ignorance serait donc bien à la source de la faute. Bref, il s'agit de savoir si nous sommes le maître de notre attention ou si celle-ci est déterminée par les idées que nous motivent. L'examen critique de l'intellectualisme moral illustre presque toujours ce schéma simple. On le retrouve chez des auteurs aussi différents que Descartes et Kierkegaard. Le professeur, en conduisant la discussion sur la pensée de Socrate, retrouverait nécessairement cette polémique classique. Le devoir court sur ce même problème aurait donc un socle commun. Ainsi serait proposé aux élèves, au lieu de parcours pédagogiques hétéroclites et parfois hasardés, de problématiques précises, largement assurées de leur lettre de noblesse, puisque le grand penseur les ont illustrés au cours des siècles. C'est pourquoi ce programme de problèmes devrait être précisé par des références obligatoires à l'histoire de la philosophie. Elle devrait constituer le fond de l'enseignement à condition d'être enseigné philosophiquement. Clarifiant cette exigence, un enseignement purement historique de l'histoire de la philosophie consiste à exposer le contenu de doctrine en expliquant les conditions de leur émergence. Ainsi, par exemple, on montrera que la croyance en un cosmos achevé et harmonieux est l'un des facteurs de la naissance du stoïcisme. De même, on expliquera la morale de Kant par l'influence de Lumière et de Rousseau, par le rémanence de son éducation piétiste, etc. Cet enseignement historique de l'histoire de la philosophie peut satisfaire la curiosité de l'érudit, mais il présente peu d'intérêt pour la formation intellectuelle de l'adolescent. L'histoire de la philosophie ne doit donc pas lui être enseignée historiquement, mais philosophiquement. Qu'est-ce à dire? Une idée est indissociable de la justification qu'on propose son auteur. Si celle-ci n'est pas intériorisée, elle reste un fait historique insignifiant et par conséquent négligeable. Mais dans le cas contraire, elle revêt des caractères qui l'arrachent à son historicité. Une idée comprise et saisie comme vraie. C'est au moins dans un premier moment une idée admise, puisque je saisis les raisons qui l'a justifiée. Or, l'intelligibilité qui leur reconnaît la constitue une idée éternelle. Comprendre, se comprendre comme vrai, et l'expérience de la vérité transcende le temps. Les mathématiques constituent la meilleure introduction à cette
métamorphose. Le théorème de Pythagore est la pensée située et datée d'un individu singulier. Quand je le récite, c'est une idée éternelle. Quand je le comprends, en effet, j'en saisis la nécessité puisque son contraire m'apparaît impossible. Par là même, je pose qu'il est nécessaire en tout temps. Son éternité est la conséquence logique de la nécessité que je lui reconnais. Elle en est de même pour une idée philosophique. Elle se réduit à un événement historique. Si je la considère de l'extérieur, c'est l'expérience d'un sens que je l'intériorise et cette expérience n'a plus aucun rapport avec le temps. Ainsi, par exemple, l'intelligibilité de l'éducation ancienne du jugement synthétique a priori la promet par les faits même au rang de vérité éternelle. Ainsi, on peut distinguer un mauvais et un bon usage, l'histoire de la philosophie. Si le recours aux auteurs répond à un souci de réduction pour engager des connaissances, il ne sert à rien dans la formation de l'esprit. Mais si la référence à l'auteur catalyse l'invention personnelle de ses idées, sa médiation précise pour tout est indispensable aux débutants. La découverte de la pensée d'autrui, en effet, est un acte éminemment personnel. Socrate remarque ironiquement dans le banquet qu'il est bien naïf de croire que la connaissance passe d'un esprit à l'autre comme l'eau entre deux corps à travers un brin de laine. L'apprenti mathématicien doit refaire pour son propre compte la démonstration afin de se l'approprier. Ce travail accompli, la démonstration n'est plus celle de l'Euclide, elle est sienne. Elle en va de même en philosophie. Comprendre la nature et les implications d'un jugement synthétique a priori, c'est accorder à travers Kant à une idée éternelle qui transcende Kant. Le philosophe n'a en quelque sorte que l'échelle que nous permet d'accéder à l'idée. Celle-ci atteint, on peut sans inconvénient rejeter l'échelle, c'est-à-dire oublier le philosophe. Une idée, en effet, n'est pas comme on le croit naïvement la propriété de penseur qui le premier l'a émise. Il n'y a pas de chasse gardée des idées. Le texte philosophique est comparable à un guide qui désigne un paysage qu'il n'a pas créé. Un proverbe bien connu de l'Orient affirme que lorsque le sage montre la lune, l'insensé regarde le doigt. Le doigt, c'est le discours du philosophe. Il médiatise une expérience que celui-ci a faite avant les autres, mais qui ne lui appartient pas. L'étude authentique consiste à accéder à la même expérience en s'aidant de l'auteur. Ainsi, par exemple, comprendre la théorie platonicienne de l'amour, ce n'est pas à réciter ce que Platon a écrit dans Le Banquet, mais à voir ce qu'il a vu aussi bien que lui, et pourquoi pas mieux que lui. L'insensé reste au contraire anguillé dans l'historicité du texte et la personnalité de son auteur. Il symbolise une étude seulement historique de l'histoire de la philosophie. Dans cette perspective, comprendre une pensée philosophique n'est pas en réciter la formulation, mais l'inventer comme son auteur l'a fait avant nous. La maïétique n'est pas la seule méthode de Socrate, mais la règle de toute étude authentique. Apprendre n'est que se ressouvenir, si l'on préfère le trouver en soi, avec l'aide de l'auteur de vérité éternelle et intransmissible. Éternelle, puisqu'une évidence saisie comme telle apparaît par là même s'austère au temps. Intransmissible, car aucun maître n'a le pouvoir de dispenser les disciples de cet effort d'invention, ou, si l'on préfère, d'actualisation de vérités enfouies en nous. Mais ce n'est là qu'une première étape. Après s'être efforcé de conduire l'élève à l'expérience d'une idée, le professeur devra ensuite entreprendre avec lui de la puiser.
Le plus souvent, la discussion ne se borne pas à prononcer son adoption ou son rejet. Il y aurait d'ailleurs contradiction à récuser totalement une idée comprise, puisque l'approbation qu'on lui a consentie dans un premier moment est le critère de cette compréhension. En vérité, la critique d'une idée consiste moins à montrer sa fausseté que son incomplétude. Après avoir dévoilé sa part de vérité, le maître pourra en montrer les limites. Il s'inspirera dans cette tâche de l'esprit de Leibniz qui ne mépriserait presque rien. Ainsi, le professeur qui réfléchit avec ses élèves sur l'idée consciente du jugement synthétique a priori fera observer que le mathématique moderne ne se référait plus à un fondement intuitif comme le pensait le philosophe allemand, mais il soulignera aussi que la géométrie euclidienne, indûment privilégiée par Kant, définit cependant comme l'avait affirmé la forme de la perception humaine et que cela suffit sans doute à garantir la validité de sa démarche. Ainsi, un recours à l'histoire de la philosophie n'a rien à voir avec un exercice de réduction comme le proclamaient ses détracteurs. Il inaugure un double effort de pensée, assimilation de l'idée d'autrui, situation de cette idée devenue personnelle dans un contexte élargi. Cette visée pédagogique se fonde sur un postulat. Il existe une philosophie éternelle et celle-ci est la matière de l'enseignement. Faut-il encore bien comprendre le sens de ce lien commun? Il serait bien naïf de concevoir la philosophie éternelle comme les catalogues de doctrines qui ont résisté au mode, et ce serait une entreprise dérisoire que de vouloir en dresser l'inventaire. Une idée éternelle est, comme l'avons vu, une idée comprise, posée comme transcendante, autant par l'intelligibilité même qu'on lui confère. Affirmer l'existence d'une philosophie éternelle, c'est reconnaître que dans l'histoire de la philosophie, il y a des idées vraies, ou du moins une part de vérité dans les idées. Cette affirmation est la condition nécessaire de l'enseignement de la philosophie. En effet, pour celui qui la recuse, l'histoire de la pensée se réduirait à une succession de controverses déterminées par l'esprit du temps, mais actuellement dépassé. Ainsi, le débat sur le sexe des anges présente un intérêt historique. Il fournit un spécialiste de précieuses indications sur le rapport entre la sexualité et la religion au Moyen Âge. Mais personne ne se soucie plus des arguments échangés entre les théologiens de l'époque, car on ne leur accorde aucune valeur de vérité. Un scepticisme généralisé est la conséquence logique de cette conception, puisque la visée de vérité, qui est la raison d'être des œuvres, serait par principe récusée. Il interdirait d'enseigner l'histoire de la philosophie, mais si la philosophie du philosophe est par essence étrangère à nos élèves, quelle est donc cette autre philosophie dont on prétend le nourrir et que leur enseigne-t-on au juste sous le nom de philosophie? Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.